Une fois de plus, merci de rester sur Vox pour suivre le Talk, votre matinale d'information. Le mois de mars considéré comme le mois de la femme, car consacré à la célébration des droits des femmes au Congo, les associations des droits des femmes multiplient les actions pour dénoncer les violences dont les femmes sont victimes et ainsi faire l'évaluation sur les questions de parité. Les questions de parité, justement, on en parle ce matin avec nos 3 invités sur ce plateau. Il s'agit de Orlov Lubaki. Vous êtes membre de l'Association des femmes juristes du Congo. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Voilà. Madame Kebi, vous êtes présidente du Conseil consultatif de la femme. Oui, secrétaire exécutive. D'accord. Bienvenue en tout cas. Merci. Sur le plateau. Juste à côté d'Orlov Lubaki, Pamela Mampouya, vous êtes observatrice, en tout cas on va vous présenter ainsi, observatrice de la vie nationale. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Merci. Voilà. Mais avant cela, on va d'abord parler de cette affaire. C'est le destin triste de cette jeune étudiante, Chancela Mulunda, jeune étudiante de 26 ans de l'université Maringouabi, incarcérée depuis une année maintenant à la maison d'arrêt de Brazzaville. Les ONG de droits de l'homme multiplient les actions et demandent sa libération. Orlov Lubaki, vous êtes membre, je l'ai dit tantôt, membre de l'Association des femmes juristes du Congo. Cette affaire qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux, en tout cas, beaucoup de gens en parlent. Mais on n'a pas vu les actions des femmes juristes du Congo, ni vous entendu sur cette affaire. Merci Madame la journaliste pour la question. En fait, notre association, elle fait office de clinique juridique. À cet effet, nous avons un centre d'écoute. Et nous intervenons en tant que conseil sans interférer avec des avocats pour orienter les victimes et indiquer les procédures à mettre en œuvre pour garantir ou préserver leurs droits. Donc, il faut donc que nous ayons connaissance du litige. C'est une condition préalable à notre intervention. Et en ce qui concerne ce cas, nous n'avons ni les tenants, ni les aboutissants. Nous n'avons pas été consultés. Et donc, nous ne nous estimons pas légitimes à parler de cette question parce que nous ne savons réellement pas ce qui s'est passé. Hormis ce que nous avons appris sur les réseaux sociaux, c'est pas évident de se baser sur les faits des réseaux sociaux. Donc, c'est fort regrettable qu'une jeune femme soit incarcérée, mais encore une fois, nous n'avons pas la maîtrise de ce cas. Donc, nous ne pouvons pas l'évoquer de façon spécifique. Nous sommes une association scientifique et donc chez nous, nous avons de la rigueur. Et donc, si nous avions reçu, par exemple, au centre d'écoute, un membre de sa famille, un parent à ce moment-là. Donc, vous voulez dire que pour l'association des femmes juristes, pour agir, il faudrait que vous soyez saisi officiellement par les parents ou encore... Parfois, nous sommes contactés par le ministère de la Promotion de la Femme pour un cas particulier où les membres, ou la victime, ou les membres de sa famille, mais comme je l'ai dit tantôt sur cette affaire, nous n'avons ni les tenants ni les aboutissants, donc c'est difficile pour nous de donner notre point de vue. D'accord. Mais souvent, sur les réseaux sociaux, les gens fustigent, ou en tout cas l'attitude de l'Association des femmes juristes du Congo, puisque c'est une jeune fille de 26 ans, une femme aussi, qui a été incarcérée aujourd'hui. C'est pas parce que c'est une femme que nous devons laisser nos émotions parler. Parce que la loi, elle est générale. Elle frappe autant les hommes que les femmes. Donc, nous avons une justice au pays. Si le ministère public a estimé qu'il fallait qu'elle soit incarcérée en attendant son jugement. Et puis, il faut reconnaître que, bien qu'incarcérée, elle est présumée innocente. Donc, c'est la décision de justice qui va affirmer ou infirmer son implication dans cette affaire. Donc, nous, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes là pour la défense des droits de femmes. Nous luttons contre toutes les violences faites à l'égard des femmes. Et si nous avions été saisis, on devait intervenir en connaissance de cause. Et là, c'est une affaire que nous avons appris sur les médias, donc c'est difficile pour nous
de traiter cette affaire de façon spécifique. Voilà. Antoinette Kebi, secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme, au-delà de votre casquette, engagement, vous êtes avant tout mère. C'est une jeune fille, on parle quand même d'une jeune fille de 26 ans, étudiante, qui se trouve aujourd'hui incarcérée pour atteinte à la sûreté de l'État. Les ONG de droits de l'homme, notamment le CAD, le Centre de développement, d'action pour le développement, dit que son dossier serait vide. Bon, je crois que j'emboîterai quelque part le pas à Madame Loubaki, qui vient de parler. Il faut déjà, avant de se prononcer sur toute question, en connaître les tenants et les aboutissants. Ce matin, je viens d'apprendre que c'est une question qui semble concerner la sûreté intérieure. Ce sont des questions hautement sensibles. Ce que je vais déplorer principalement, peu importe qu'elle soit une fille, cela aurait pu être un garçon, un homme d'un certain âge. Ce que je vais déplorer, c'est la lenteur dans le traitement des dossiers au niveau de la justice. Il y a des situations où, lorsqu'il y a eu beaucoup d'éclairage, beaucoup de tapage, je dirais même, sur une question, au bout de quelques jours, de quelques semaines ou plus tard, la cour criminelle se réunit pour ces cas-là. Pour d'autres, les gens peuvent attendre, sans être inculpés formellement, plusieurs mois, parfois même des années, être en attente d'un jugement. Et donc, pour cette jeune fille, l'idéal aurait été que la procédure soit quand même accélérée. Être privé de sa liberté, c'est quelque chose de terrible. Surtout lorsqu'au bout d'un an, 2 ans, peut-être même plus, on va vous dire que vous êtes déclaré non coupable. Il n'y a pas de compensation en retour. Rien ne peut compenser ce temps que vous avez passé en détention et en vivant avec une culpabilité que vous n'aviez pas. Donc, pour cette jeune fille, je souhaiterais que, au niveau du ministère public, qu'on regarde cette situation avec beaucoup d'attention. Il y a l'ouverture du procès. Oui, bien sûr, qu'on regarde avec beaucoup d'attention. Ça fait plus d'1 an qu'elle est là. Il n'y a pas, pour moi, je ne suis pas dans ce domaine, mais pour moi, si on veut véritablement diligenter une procédure, on peut le faire et éviter que les gens passent des années dans les geôles, alors que peut-être c'était pas leur place. D'accord. Alors, Pamela Mampouya, en tant que maire aussi, vous allez vous exprimer sur ce cas, l'affaire Chancela Mulunda, incarcérée aujourd'hui 1 année. C'est en tout cas avec cette affaire que plusieurs Congolais ont célébré la Journée internationale des droits des femmes sur Internet en postant ces photos. Merci Madame la présentatrice. Je suis tout de même choquée d'apprendre par les réseaux sociaux que Chancela Mulunda avait été mise aux arrêts. Mais pour moi, en tant que mère, je dis que la responsabilité va aussi des parents. Parce que nous, parents, quelque part, nous sommes responsables du mauvais comportement de nos enfants. Et quelque part, d'autre part aussi, les enfants, parfois, malgré l'éducation que nous, parents, nous leur donnons, les enfants préfèrent l'éducation de la rue. En tout cas, en tant que mère, je déplore aussi quelque part l'attitude de la jeune dame, parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de manipuler, comment on appelle, ce qu'elle a pu mettre sur elle. Non, elle ne pouvait pas l'exhiber. En tant que mère, je déplore. Mais entre-temps, je fais confiance en la justice de notre pays qui fera son travail. Mais c'est assez lent quand même, 1 année d'arrestation sans procès. C'est quand même assez mais n'ayant pas tous les contours de ce dossier, je ne saurais en parler profondément. D'accord. Merci en tout cas à vous trois pour votre intervention sur cette affaire qui concerne Chancela Mulunda, la jeune étudiante incarcérée depuis 1 année maintenant. Le bilan de la femme aux fonctions
administratives, politiques, électives. C'est sous ce thème qu'a été célébrée la Journée internationale des droits des femmes au Congo. L'accent a été mis sur les questions de parité, justement que nous parlons ce matin. Suivez ce reportage sur ce qu'a été la célébration de cette journée au Congo. On se retrouve juste après. La marche sportive initiée à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme par la ministre Inès Nefer-Ingani a permis aux participantes de parcourir plus de 5 km avec comme point de chute le stade Saint-Denis en Pila. À travers cette marche, ces femmes ont fait montre de l'esprit sportif afin de relever les défis des échéances électorales futures. Nous voulons apprendre aux femmes à marcher, à leur faire comprendre qu'il y a les élections législatives, locales qui arrivent. Il faut qu'elles apprennent à marcher parce que les meilleures élections sont souvent sportives. Il faut faire du porte-à-porte, il faut convaincre. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons enfin remplir l'hémicycle. Associée à cette marche, plus d'une femme a loué l'initiative. La ministre chargée de la promotion de la femme a invité toutes les femmes, dont les épouses de la force publique, pour montrer qu'aujourd'hui nous sommes en marche avec elles. Cette marche, elle est très bien pour notre santé. Aujourd'hui, il y a comme une prise de conscience qui est installée au niveau des femmes. Il y a cette loi que les jeunes filles vont bénéficier, pas que les jeunes filles, toutes les femmes. Pour la ministre de la Promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, la journée du 8 mars, cette année, revêt un caractère particulier du fait de l'adoption par les deux chambres parlementaires de la loi portant lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà, alors nous avons tous suivi ce reportage où la ministre de la Promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement a organisé une marche sportive pour célébrer cette journée du 8 mars au Congo. Orlov Loubaki, en tant que membre de l'association des femmes juristes, cette journée célébrée, mais avec le vote de la loi Mouebara portant lutte contre les violences faites aux femmes au Congo. C'est une avancée dans la lutte contre les violences faites aux femmes au Congo. En tout cas, nous ne pouvons que saluer parce que c'est une avancée très significative. Parce que longtemps, nous avons œuvré, nous avons demandé qu'on ait une loi spécifique sur les violences faites aux femmes, parce que plusieurs violences n'étaient pas prises en compte par le code pénal, parce que étant donné que la société évolue, il faut que les incriminations, les violences, les lois aussi puissent évoluer. Donc nous avons salué parce que c'est une bataille, et aujourd'hui cette loi permettra peut-être, ou peut-être pas, je pense qu'elle permettra de réduire de manière efficace ou de manière significative les violences faites à l'égard des femmes. Elle va contribuer à lutter contre l'impunité dont bénéficient certains auteurs, et le réel problème qui va se poser, c'est peut-être la vulgarisation. Il faut qu'on vulgarise pour que les femmes s'approprient cette loi et qu'elles commencent à dénoncer les violences dont elles sont victimes. Voilà. Antoinette Kebi, une avancée pour lutter contre les violences faites aux femmes au Congo, cette loi Mouebara. Une avancée indéniable, je le confirme, parce que en réalité, sans la loi, vous pouvez pas véritablement voir vos droits protégés. Et les violences faites aux femmes sont tellement récurrentes dans ce pays qu'il nous fallait bien la loi. La loi, elle est là, il faudra la vulgariser, il faudra surtout se l'approprier, et il faudra aussi mettre en place des outils pour sanctionner. Madame Loubaki l'a dit, puisqu'elle qui a commencé à traiter de la question. Il faut arriver à sanctionner. Une chose est d'avoir la loi, une autre est de l'appliquer, et une autre encore de la mettre véritablement en œuvre par la sanction. Et la loi de ce genre-là, donc contre les violences faites aux femmes, va nécessiter qu'au niveau de la femme elle-même, on puisse changer nos conceptions, qu'on soit capable de dénoncer. C'est bien, on a une loi, mais est-ce que les femmes sont toujours prêtes à dénoncer les violences qui leur sont faites, les violences dont elles sont témoins? Parfois, on ne le fait pas pour des considérations sociologiques. Donc la loi, c'est déjà une grande avancée, mais un grand pas reste encore à faire pour arriver à éradiquer tant soit peu toutes ces violences à l'égard des femmes et de la jeune fille.
Voilà. Pamela Mampouya, c'est une victoire pour les femmes, hein, c'est pouvoir les protéger. Oui. Parce que sans loi, les femmes elles ne peuvent pas se reconnaître dans leurs droits. Je ne peux que saluer l'initiative du Parlement qui a su mettre sur la table cette loi. Et nous attendons maintenant sa vulgarisation et son application. Le plus gros problème restera l'application de cette loi? Bien sûr que oui. Voilà. Il faut d'abord qu'elle soit promulguée parce que jusqu'à ce jour, elle n'est pas encore promulguée. Voilà. Donc, comme on a su le relever ici, c'est une grande avancée. Et lorsqu'elle sera promulguée, donc les associations de droits de l'homme vont s'activer pour vulgariser et pour permettre aux femmes de s'approprier. Ensuite, aider ces femmes, les accompagner à dénoncer les bourreaux et à ce qu'on arrive à punir et puis à éradiquer les violences faites à l'égard des femmes. D'accord. Le bilan de la femme aux fonctions politiques, administratives et politiques, c'est un thème qui met plus l'accent sur les questions de parité au Congo, parce que les femmes là s'expriment sur quel est le bilan, la représentativité des femmes au poste de prise de décision sur le plan administratif, politique et électif. Bon, sur cette question, nous savons que les femmes sont pas assez représentées dans les instances de prise de décision. La représentativité des femmes, elle reste faible, mais il faut quand même souligner que avec l'évolution, il y a une avancée parce que on a déjà des femmes au gouvernement, bien que le nombre ne soit pas. Combien de femmes sur combien d'hommes, combien de femmes? Comme je l'ai dit, c'est les statistiques, elles sont très faibles, mais avant ce gouvernement, le gouvernement passé, c'était, je pense, la première fois qu'on ait 8 femmes au gouvernement. Et aujourd'hui, on a au niveau de chambres parlementaires, le nombre a aussi légèrement évolué. Et il faut dire que comme la représentativité, elle est faible, il faut qu'on arrive à avoir cette parité, il faut qu'on arrive à avoir le nombre qu'il faut. Mais nous avons d'abord du travail à faire, il faut qu'on se forme, il faut qu'on travaille, il faut que les femmes soient déterminées, et parce que nous avons la loi, peut-être pas la loi dans la Constitution qui est la loi fondamentale. La Constitution, évidemment, l'article 17 de l'article 17 qui consacre le principe de la parité, c'est une avancée. Maintenant, il faut qu'on ait une loi organique sur la parité, peut-être que ça pourrait faire évoluer les choses. Nous sommes conscientes que les femmes sont très faiblement représentées. Voilà. Antoinette Kebi, est-ce que vous également, vous êtes consciente que les femmes sont très faiblement représentées? Et pourtant, cette question de parité garantie par la loi fondamentale, la Constitution, mais où se pose exactement le problème? Le problème, je crois, c'est tout d'abord au niveau de la volonté politique. Ouais, je le dis toujours. Souvent, je souris lorsqu'on dit, bon, les dames doivent se former. C'est vrai, on doit se former. Mais est-ce que vous êtes sûr que tous ces hommes qui occupent toutes ces fonctions sont suffisamment bien formés pour occuper ces fonctions? Je ne le pense pas. Sinon, on aurait connu beaucoup d'avancées dans notre pays. Mais ils ont l'audace. Ils ont la capacité de croire en eux. Ils se disent, ça, je peux. Et j'y vais. La femme, non, je crois que je ne serai pas à la hauteur. C'est une minorité qui se dit, si, moi je peux. Les hommes, c'est la majorité qui dit, je peux. Et c'est ça la grande différence. Oui, la femme est très, très sous-représentée. Lorsque nous voyons les statistiques, nous partons sur un même pied d'égalité à partir du préscolaire, du primaire, jusqu'au secondaire, premier degré, on part sur le même pied d'égalité. Mais après, pourquoi est-ce qu'il y a le décrochage scolaire? Mais parce que la jeune fille a d'autres fonctions auxquelles elle est prédestinée et qui vont faire qu'à un moment donné, elle va être fiancée, mariée, avoir des grossesses parfois précoces et elle décroche par rapport au jeune garçon qui n'est pas toujours le plus brillant, mais qui
passe maintenant en avant parce qu'elle sera là maintenant en train de s'occuper et d'un mari et des enfants. Ce n'est pas toujours évident en même temps prendre son cahier pour lire. Donc, la question de la sous-représentativité des femmes, elle est réelle et je l'ai dit, c'est tout d'abord un problème de volonté politique. Lorsque sous d'autres aussi on dit on veut avoir la parité pour les femmes au gouvernement, je ne cite pas les pays, il y en a plusieurs. Le Rwanda, par exemple. Mais il n'y a pas que le Rwanda, justement. Mais en Afrique, on peut prendre le Rwanda. On y est arrivé parce qu'il y a eu cette volonté-là. Et les femmes, on les a trouvées. Chez nous, on vous dirait, mais où sont-elles? Mais lorsque vous avez vu, madame la ministre en charge de la promotion de la femme, avec cette marche, les femmes sont nombreuses. Vous êtes sûr que parmi ces femmes-là, il n'y avait pas de cadre qui pouvaient assumer des responsabilités. Mais on ne les trouve pas. On les trouve seulement pour aller mobiliser, pour aller marcher. Nous voulons que les choses changent. Donc, Antoinette Kebi, selon vous, la femme est victime de son manque d'engagement? Oui. Victime de son manque d'engagement. Victime aussi du manque d'engagement véritable des hommes politiques. Victime. Elle est doublement victime. Victime des présenteurs culturels. Elle est victime de tout cela. Donc, il faut qu'à un moment donné, la femme se dise, moi, je peux. Je suis mère, je suis épouse, mais je peux aller de l'avant. Je dis, c'est tout à fait le contraire hein, avec les hommes. Les hommes, ils sont déjà boostés. Mais nous, il faut qu'on nous pousse. Il faut que la jeune fille, maintenant, nous sommes déjà de l'autre génération. Nous sommes des mamans, nous sommes les grands-mères. Mais il faut que la jeune fille sache que demain, si je dois accéder aux mêmes fonctions que l'homme, je dois faire plus d'efforts que l'homme. Plus d'efforts que le jeune garçon. Ah d'accord, merci Antoinette Kebi. Merci, on va passer la parole à Pamela Mampouya. On va revenir à vous tout à l'heure. Il nous reste encore assez de temps pour parler de ces questions de parité. Pamela Mampouya, vos co-débattrices ont évoqué en tout cas la sous-représentativité. Vous reconnaissez aussi le manque d'engagement. Est-ce que la femme est victime de son manque d'engagement? Bien évidemment. Et je crois bien que mes prédécesseurs l'ont évoqué tout à l'heure sur ce plateau. Bon, moi, je crois bien que la représentativité au sein de nos institutions, elle sent quand même d'une avancée, elle est plutôt d'une avancée significative. Je me souviens qu'à 10 ans en arrière, on parlait de 35% de la représentativité des femmes. Jusqu'aujourd'hui, je crois bien que c'est toujours le même ton. Et il y a aussi de l'amélioration parce que lorsque nous regardons au niveau du gouvernement, du Parlement et mais sur combien, Pamela Mampouya, sur combien de sièges, combien de femmes au gouvernement? C'est d'abord sur 38 hommes. Mais sur 38 hommes, s'il y a 8 femmes, c'est d'abord l'engagement politique de la femme elle-même. Si la femme ne s'engage pas politiquement, comment voulez-vous qu'on puisse la proposer au sein du gouvernement? Je ne vois pas. Et même au sein des postes de prise de décision, il y a l'engagement de la femme que nous voyons. La femme n'est pas vraiment engagée. C'est vrai, dans les meetings, les marches, oui, les femmes sont là, elles se mobilisent. Elles sont contentes de ce rôle secondaire? Pour certaines, oui, pour certaines, mais pour d'autres, comme moi, je ne pense pas. Pourquoi on a du mal à les faire confiance pour celles qui sont engagées? Pour celles qui ont réussi, en tout cas, à s'engager? Est-ce que c'est parce que ces femmes-là engagées aujourd'hui ont échoué? Voilà pourquoi on ne veut plus faire confiance aux autres femmes? Je voulais quand même relever une chose. Vous savez, pour accéder à un niveau de responsabilité, on n'a pas besoin d'être une femme politique. On a besoin d'être quelqu'un d'outillé, qui connaît la matière, qui sait manager, et on la met là, on met cette personne-là à ce poste de responsabilité. Parce que je vous assure, je l'ai dit dès le départ, si tous ces hommes étaient aussi compétents, le Congo ne serait pas dans cette situation. Ça fait des années qu'ils gouvernent. La première femme ministre interrogea le gouvernement 15 ans après l'indépendance. 15 ans. Et pendant une dizaine d'années, il y aura au maximum 2 femmes
dans chaque gouvernement, au maximum. Il y a eu une avancée, effectivement, oui, avec le gouvernement de 2012 et 2015 maintenant, 2016, oui, il y a une avancée. Mais pour nous, c'est... Mais ces femmes-là, c'est vrai qu'elles rentrent au gouvernement, mais pas de poste clé stratégique, Antoinette Kébie. Mais justement... Elles occupent quel poste au gouvernement? Attendez, lorsque vous voyez une femme qui est responsabilisée au niveau du plan, de l'économie, vous croyez que c'est une petite tâche? Mais de tout temps dans ce pays, le ministère du plan était un ministère d'État. Ministère d'État. C'est pas une petite responsabilité. Lorsque vous avez le commerce... Les ministres d'État, il n'y a aucune femme. Je suis en train de dire, tout à l'heure, vous avez relevé qu'on donne des petits ministères, petits entre guillemets, il n'y a pas de petits ministères. Chaque ministère, chaque ministre, là où il est placé, il a une politique à mettre en œuvre qui va donner des résultats pour le bien du pays et de la population. Donc, voilà, qu'on soit ministre d'État ou pas ministre d'État, tout ce qu'on veut, c'est qu'on puisse avoir les moyens. Qui sont des postes féminisés et masculinisés. Moi, j'aimerais bien qu'on mette un homme en charge de la promotion de la femme. C'est possible. Orlov Loubaki, comment faire justement pour faire évoluer les choses? Tantôt, vous avez évoqué le manque d'engagement des femmes, mais pour des femmes qui sont engagées, pourquoi on les responsabilise pas? Les femmes, en fait, parfois, lorsque nous parlons de la parité, souvent on se limite au niveau politique, aux postes électifs, mais il y a des postes aussi de nomination, des postes où on n'a pas besoin d'élection. Les femmes pourraient occuper valablement ces postes. On n'a pas besoin d'être femme politique pour avoir des hautes fonctions dans ce pays. Il y a des postes administratifs, il y a des postes nominatifs. À ces postes-là, on aurait souhaité que qu'il y ait des femmes à ces postes. Parce que, il n'y a pas de raison qu'on dise que la femme, elle ne peut pas. La femme, elle est aujourd'hui obligée de faire plus. Plus. Parce que quand c'est une femme qui est là, lorsqu'il y a un échec, on dit non, c'est parce que c'est une femme. Mais quand c'est des hommes, on ne le dit pas comme ça. Et on souhaiterait aussi pour les femmes qui ont une certaine part de responsabilité, une certaine responsabilité dans ce pays, qu'elles soient comme des exemples, qu'elles soient plus, par exemple, visibles pour permettre aux jeunes filles de prendre exemple sur elles. Elles pourraient, par exemple, passer à des émissions, donner des exemples, comment elles ont fait pour concilier. Des femmes politiques, des femmes universitaires aussi, des femmes qui sont des femmes leaders, des femmes qui ont occupé des fonctions comme Madame Kébie, comment elle a su faire, comment elle a arrivé. Elle est trop présente sur les plateaux de télévision, par contre. J'aimerais bien être plus présente. Vous savez le problème avec vous et la télé, en règle générale. Lorsque tu sollicites un passage à la télé, c'est toujours facturé. La facture est toujours... Mais parce que vous m'avez invité. Mais si moi j'avais demandé, vous m'aurez fait payer. Mais non. Alors là, c'est compris. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, hein, sachez-le. Ça servirait déjà à quelque chose, que ces femmes qui ont vraiment avancé, qui ont occupé des fonctions, qui ont réussi, qu'elles soient visibles pour accompagner la jeune génération, pour que les femmes comprennent malgré les échecs. Mais parce qu'on a l'impression que le Congo c'est un pays d'hommes, alors que les femmes sont majoritaires. C'est l'impression que vous donnez, femmes juristes, femmes politiques et femmes universitaires. Mais vous savez, madame, les femmes, longtemps, elles ont été sous le poids des us et coutumes. La tradition. Non! Mais la tradition continue à peser sur les femmes. Il faut qu'il y ait de la sensibilisation. Il faut qu'on sensibilise, qu'on travaille pour qu'on arrive à formater les mentalités des femmes pour qu'elles arrivent, pour qu'elles sortent de la situation dans laquelle nous sommes. Voilà pourquoi je disais que si les femmes qui ont évolué pouvaient servir d'exemple, ça va peut-être devenir comme un clic pour certaines femmes, si telle femme a... Parce que souvent, nous voyons à l'école, les femmes, elles sont meilleures, les jeunes filles, les filles, elles sont meilleures. Pourquoi lorsqu'on arrive à un niveau, on ne retrouve plus les femmes? Mais parce que vous avez laissé les hommes diriger. Et vous dirigez, vous nommez. Non, c'est ce que je dis. Pamela Mampouya.
Voilà. Que faire en tout cas pour changer cette tendance? Vous donnez l'impression, vous les femmes, que le Congo c'est un pays d'hommes alors que les femmes sont majoritaires. En tout cas, moi non. Hein. Je ne donne jamais l'impression que le Congo est un pays d'hommes. Parce que quand vous voyez même dans la mobilisation, c'est beaucoup plus les femmes qui font ce travail. C'est ça justement votre problème. Vous restez dans la mobilisation et on a besoin de voir les femmes leaders. Très bien. Mais les femmes leaders, nous les avons les femmes leaders. Vous n'avez qu'à voir dans des ministères, dans des administrations privées. Vous allez voir des femmes qui sont leaders. S'il vous plaît, même dans les postes nominatifs, nous voyons bon nombre de femmes qui occupent des postes de prise de décision. Il y en a partout. En dehors de la politique, au niveau administratif, nous voyons bien des femmes qui sont là, présentes, et qui s'affirment. Voilà. Qui s'affirment. Le problème du leadership de la femme, c'est qu'elle ne s'affirme pas assez. Elle s'affirme pas assez, c'est tout à fait possible, justement. Je crois que, moi je reviendrai sur ce que vous avez posé d'abord comme question. Ces femmes qui ne sont pas visibles, on a l'impression que le Congo appartient aux hommes. Mais c'est vous, au niveau des médias, qui devez les rendre plus visibles. C'est vous qui devez, au lieu d'avoir des émissions qui ne nous apportent pas grand-chose, trouver des plages pour qu'il y ait des femmes qui s'expriment, des femmes qui peuvent parler d'elles. C'est tout à fait possible. Et le leadership de la femme va s'affirmer pas comme si elle sortait du néant. Non. La femme a besoin de l'accompagnement, que vous le vouliez ou pas. Une femme est tout d'abord femme, avant d'être leader. Et quand je dis qu'elle est tout d'abord femme, ça signifie qu'elle a tout d'abord des obligations qu'elle doit concilier avec l'autre partie d'elle-même. Des obligations familiales. Des obligations, oui, familiales avant les obligations professionnelles. Des obligations familiales avant les obligations politiques. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas besoin d'être une femme politique pour être élevée à des niveaux de responsabilité. Tout le monde ne peut pas faire la politique. Mais c'est la politique qui positionne mieux au Congo. Malheureusement, on a une mauvaise vue de la politique. Je vais prendre un exemple, puisqu'on parle aussi des femmes que nous ne connaissons pas toujours. Mais l'exemple de Madame Raoul, elle est restée au gouvernement, je crois bien, au moins 13 ans, sinon plus, Madame Raoul. Elle était dans quel parti politique? Elle est dans quel parti politique, Madame Raoul? Aucun. Mais elle a été hissée au niveau du gouvernement. Parce qu'on a décelé en elle des compétences qu'on pouvait mettre à la disposition de la nation. Il ne faut pas se leurrer sur ce plan-là. La femme, elle est tout d'abord femme. Et moi, je le dis, une femme qui s'engage en politique, elle ne peut pas le faire réellement. En plus de la politique, c'est parce qu'en politique, c'est là que c'est elle ne peut pas le faire correctement si elle a des enfants en bas âge. Vous savez pourquoi? Parce que les réunions politiques vous prennent du temps. Il y a plusieurs contraintes. Oui. Et moi, je préfère, en tant que femme, qu'on mette d'abord l'accent sur l'éducation des enfants. Donc, une femme doit tout d'abord commencer à mettre l'accent sur l'éducation des enfants. Et après, on concilie avec les autres parties. Vous voyez tout ce que nous vivons maintenant? Les Koulouna, les Oudjana, ou je sais pas quoi? Les bébés noirs. Voilà. Alors, Pamela Mampouya, Madame Kébi l'évoquait tout à l'heure, pour que la femme puisse émerger, il y a plusieurs contraintes. Il y a la famille qui est là, il y a l'engagement, il y a le travail, il y a l'engagement politique. Donc, comment faire pour concilier ce tout-là pour qu'elle puisse réellement émerger? Ben, l'émergence de la femme, c'est vrai qu'elle a elle suscite beaucoup de contours, mais pour une femme qui est engagée, quelles que soient ses occupations ménagères, elle pourra toujours mieux faire sa politique. Même si elle a un poste administratif ou si elle n'en a pas, je crois bien qu'elle peut toujours s'affirmer. Donc les tâches ménagères, on peut les faire au même moment qu'on fait la politique, au même moment qu'on va au service. Je vous prends mon exemple.
à l'époque, étant enceinte, jusqu'à 9 mois, mais je partais au travail jusqu'au dernier jour pour aller à la maternité. Mais les femmes, les hommes ne prennent pas des congés de maternité, les femmes oui. Mais les hommes aussi en prennent, ils en prennent, les femmes, ils en prennent. Je crois que c'est 2 semaines de congés de maternité, 15 semaines. 15 semaines. 15 semaines. Ils en prennent, hein. Ils en prennent également. Mais il y a des images que nous avons choisi de ne pas diffuser, que personnellement on n'a pas choisi de diffuser dans le talk, concernant la célébration de la journée du 8 mars, le spectacle catastrophique que les femmes congolaises ont offert aussi. Comment voulez-vous occuper les postes de responsabilité lorsque, excusez-moi le terme, vous n'êtes pas, certaines ne sont pas totalement conscientes? Malheureusement, c'est déplorable. Nous le constatons, nous le remarquons, parce que parfois on a une mauvaise vue, une mauvaise compréhension de la journée du 8 mars. Certaines femmes pensent que la journée du 8 mars, c'est une journée de résume pain, boisson, nourriture. C'est une journée de la femme. Elles ne savent pas que c'est parce qu'il y a eu une lutte. Et aujourd'hui, parce qu'il y a eu une reconnaissance, c'est cette reconnaissance-là, c'est une commémoration de cette reconnaissance. Et donc, c'est une journée qui nous sert de bilan, de recommandation, de voir un peu comment faire pour aller encore plus de l'avant, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment faire pour le respect ou la promotion, la protection de nos droits. Les femmes ne savent pas que c'est une journée de réflexion. Cette évaluation sur la représentativité des femmes au poste de... Donc, vous savez que souvent, c'est l'éducation que nous avons. Si ces femmes-là ont grandi avec cette information que c'est une journée où on célèbre la femme, c'est une journée de fête, elles continuent à faire ainsi. Il faut qu'on arrive à faire des sensibilisations, souvent aussi dans les administrations, parfois dans les administrations publiques, lorsqu'il s'agit de la journée du 8 mars, on organise une fête pour des femmes. Parfois, il n'y a pas d'abord des communications ou des présentations pour leur permettre de comprendre ce que c'est que la journée du 8 mars. C'est ça aussi parfois qui contribue à ces dérapages-là. Donc, il nous faut de la sensibilisation, il faut parler à ces femmes, il faut éduquer pour que dans les prochaines années, à la date du 8 mars, qu'on n'ait pas ce genre de dérapage. Antoinette Kebi. Oui, je le disais déjà que c'était dommage d'avoir cette vision de la journée du 8 mars. C'est une journée, et si on s'était référé tout simplement au thème national, on aurait pu partout faire le point. Mais je crois qu'à ce niveau, le ministère de la Promotion de la Femme aurait dû initier vraiment des causeries un peu partout, ou donner des directives pour qu'il y ait des causeries un peu partout pour faire le bilan. Depuis que nous avons notre indépendance, quels sont les progrès réalisés au niveau des femmes? Quels sont les obstacles qui empêchent la femme à être plus représentée au niveau des instances de décision? Comment faire pour lever? Voilà les questions qu'on devrait se poser. Et non passer le temps à s'empiffrer de boissons alcoolisées. Et c'est ça justement qui donne l'impression que la femme restera cet être qui ne réfléchit pas, pas plus que cela. Tout ce qui l'intéresse, on a donné le pain, on a donné la bière, il y a un repas, ça suffit. Mais ce qu'elle peut devenir, ce qu'elle peut faire comme apport à la société, pour l'émergence de cette même société, on n'en parle pas. Et là, je crois que c'est Madame Loubaki qui dit, on aurait pu au niveau aussi des administrations en parler. Les administrations, ils achètent bien les pagnes. Mais pourquoi seulement le pagne? C'est quoi la symbolique de ce pagne-là? Il faut conscientiser. Et nous, au niveau des conseils, le conseil constitué de la femme, on n'a pas fait de fête pour le 8 mars. Ça ne m'intéresse pas, cela. Parce qu'on l'a dévoué. C'est pas, on a changé même on a désacralisé. Désacralisé, oui, justement, cette journée. C'est une journée festive, non. C'est des femmes ont lutté pour arriver tout d'abord au droit de vote. Elles ont lutté pour avoir une profession. Elles ont lutté pour avoir le salaire égal à celui de l'homme. Ce sont des journées commémoratives. Et nous, on devait nous focaliser sur ce qui a déjà été fait, ce qu'on a comme acquis et voir comment aller de l'avant au lieu de passer le temps se distribuer les pagnes et puis en tout cas les femmes, le spectacle que vous nous avez offert le 8 mars, c'est un spectacle désolant quand même.
vous êtes réduit, panne, nourriture et boissons, et puis vous êtes les premiers à vous victimiser en réclamant la parité. Non, mais quand vous dites vous m'indexez en tant que femme ou en tant que ministère. Parce que si c'est en tant que ministère, je crois bien que pour la 112e célébration de la Journée internationale de la femme, qui vient de se passer le 8 mars dernier, je crois bien que au niveau des institutions, les choses se sont très bien organisées. Et j'ai vu à la télé, j'ai vu au niveau des médias, les femmes des administrations qui se sont regroupées et ont débattu sur non, bien avant, elles ont d'abord eu à organiser des causeries débats, comme pour le cas de mon ministère. Il y a eu des causeries débats et après elles sont passées à un casse-croûte, s'il vous plaît. Mais la désolation s'est plutôt fait observer au niveau de l'informel, où nous avons remarqué que toutes les rues de la capitale étaient inondées de femmes avec leurs conjoints à côté et quelquefois avec leurs enfants en train de s'empiffrer. C'est ce que moi j'ai déploré. Mais pour des administrations, j'ai remarqué qu'il y a eu une forte mobilisation dans plusieurs structures. Et d'ailleurs, c'est vous les médias qui nous avez montré ces images. J'en ai terminé. Vous défendez votre ministère ou encore voilà Orlov Loubaki. La parité sur le plan électif, très bientôt il y aura les élections législatives et locales. Le problème, c'est au niveau des partis politiques aussi, de mettre en application le problème de la parité 50-50, que les femmes soient représentées au moins à 30%, de présenter autant de candidats hommes que de femmes. Oui, la loi électorale est claire sur ce sujet. Les partis politiques devraient présenter sur leur liste 30% de femmes. Mais moi, je pense que le problème qui se pose, est-ce que cette loi a prévu des sanctions pour des partis politiques qui ne respecteraient pas ce quota? Je n'en suis pas sûre. Peut-être que Madame Kebi pourrait nous en dire plus, parce que moi je pense qu'il n'y a pas de sanctions au cas où le parti politique ne respecte pas. Est-ce que la liste est mise serait écartée? Je n'en sais rien. Donc peut-être pas 50%, je ne pense pas. Déjà que on a un quota de 30, est-ce que ce quota déjà il sera respecté? Et parfois, ces partis politiques se permettent parfois de prendre des femmes qui n'ont pas assez d'influence, qui n'ont pas assez de la matière en politique pour mettre sur leur liste parce qu'elles savent que bon, celle-là, c'est pas sûr qu'elle passe. Bon, après, il faut bien que les femmes se présentent. Si on veut qu'on soit représenté de manière significative au niveau sur les fonctions électives, il faut bien que les femmes qui sont en politique se présentent. Celles qui ont déjà évolué, qui ont de la matière dans ces domaines, puissent former celles qui veulent aussi œuvrer, celles qui veulent aussi faire de la politique pour permettre à ces femmes-là de remporter les élections. Voilà. Antoinette Kebi, il y a une publicité du ministère de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement qui appelle les femmes, en tout cas, la ministre en charge de la promotion de la femme, qui appelle les femmes à faire acte de candidature. Le ministère précise, il faut s'engager et nous vous soutiendrons. C'est important. Parce que très souvent, les femmes hésitent à s'engager parce qu'ils se disent, de toutes les façons, lorsqu'on fait acte de candidature, on est toujours relégué au dernier rang. Lorsqu'on est, par exemple, dans les élections locales, on est relégué au dernier rang, on n'a pas de chance de passer. Au niveau des législatives, on nous positionne dans des circonscriptions où on n'a pas de chance de gagner, tout simplement pour faire valoir cette exigence de la loi qui nous dit qu'il faut qu'il y ait au moins 30% de femmes. Les femmes, cette fois-ci, je le crois, et grâce certainement aussi
à l'engagement du ministère en charge de la promotion de la femme qui, en avant, pendant plusieurs mois déjà, a commencé à sensibiliser les femmes sur la nécessité de se présenter aux différentes échéances électorales. Je crois que cette fois-ci, les femmes seront plus présentes qu'en 2016. Mais ce n'est pas seulement le fait d'être présent. Il faut que soit respecté pour les locales l'alternance rigoureuse au premier tiers. L'alternance est rigoureuse. Et si un parti ne respecte pas la proportion de 30%, logiquement, il n'a pas obéi à la loi. La liste ne devait pas être validée. Et j'ai eu connaissance il y a quelques jours, je cite pas le nom du parti, mais c'est un grand parti, je dis grand parti parce qu'ils ont des élus au niveau des communes, au niveau des départements, à l'Assemblée et au Sénat. Mais sur, je crois, 5 départements, il n'y a aucune femme qui n'a été investie par leur commission nationale d'investiture. C'est grave. À ce niveau, les femmes elles-mêmes qui sont dans ce parti-là devaient se mobiliser, bien sûr. Et là, les femmes, connaissant la loi, doivent aller vers leur chef au niveau du parti pour dire « Nous ne sommes pas représentés. Nous avons le droit d'être représentés. » Elles ne peuvent pas se laisser faire ainsi. Donc, si au niveau de la direction politique nationale, on a décidé des choses qui sont contraires à la loi, vous, femmes, ne restez pas les bras croisés. Vous avez la loi avec vous. Mettez-la en avant. Est-ce que le vrai combat de la femme, la vraie bataille de la femme congolaise, ça va se passer d'abord sur le plan politique et s'étendre dans d'autres secteurs? Bon, les femmes qui sont dans le champ politique, effectivement, ont beaucoup de capacités de changer la situation parce qu'elles sont visibles, elles sont avec ceux qui prennent la décision, elles sont là dans ceux qui prennent la décision. Donc c'est possible que ça commence par le politique, mais ce n'est pas tout. Moi j'aime bien voir ce que fait le professeur Toumi, madame le professeur Toumi. Elle a une conviction, elle est femme de science et elle veut transmettre cette ambition-là à d'autres. Mais elle le fait au niveau des médias, on la voit parler avec les jeunes filles, aller au contact des jeunes. Donc la femme également. Mais est-ce que vous évoquez le cas de madame Toumi, c'est juste une parenthèse que j'ouvre. Oui. Est-ce que les femmes intellectuelles au Congo vous soutenez ou encore vous la combattez? Non, je crois que ce sont des assertions qui n'ont pas de fondement. Je ne vois pas pourquoi vous direz qu'on est en train de combattre, qu'on peut combattre. Non, je parle pas de vous. Oui, non, j'ai compris. Les femmes. Les femmes, non, je ne pense pas. Lorsque vous voyez une femme émerger, vous partez pour la soutenir, en tout cas pour qu'elle aille de l'avant, les femmes? Puisque vous parlez là directement de moi, je vais vous donner un exemple tout simple. Chaque fois que des femmes ont été élevées à un niveau de responsabilité, au gouvernement ou dans d'autres institutions, chaque fois je le dis, le Conseil consultatif de la femme leur a écrit personnellement pour les féliciter. On se réjouit de leur nomination. D'accord. Alors, Pamela Mampouya, le vrai combat de la femme congolaise, ça va se passer d'abord sur le champ politique et s'étendre pour booster les autres secteurs de la vie nationale. Bien évidemment, parce que ne dit-on pas que quand vous ne faites pas la politique vous rattrape. Donc tout passe par la politique. Et il y a aussi le côté professionnel. C'est vrai qu'on venait de dire Madame Kebi, la secrétaire permanente du Conseil consultatif de la femme. Elle a dit tantôt que les femmes, il n'y a pas que au niveau politique que l'on peut les détecter. Même dans le milieu administratif, on peut arriver à détecter les femmes. Donc, ce qui veut dire que nous femmes, nous devons toujours être actives lorsque nous sommes dans des administrations. Nous devons toujours chercher à nous montrer utiles afin que nous puissions être aussi détectés par les autorités pour faire notre promotion. Parlons du Baki.
Le combat de la femme, c'est vrai qu'il y a dans plusieurs domaines. Ça pose de problèmes, nous l'avons dit au début de ce plateau, la sous-représentativité des femmes. Mais les femmes qui ont plus la capacité d'agir, c'est celles qui sont engagées sur le champ politique. C'est à elles de changer cette donne-là. Bien évidemment, comme ont su le dire mes prédécesseurs, ce sont les femmes qui sont au niveau politique qui boosteront, et puis les autres femmes prendront le relais. Mais il faut d'abord les femmes, parce que même les femmes qui sont par exemple au gouvernement, elles ont d'abord été leaders quelque part dans un domaine précis avant qu'elles n'arrivent à ce stade-là. Donc dans tous les milieux où on se trouve, il faut qu'on s'engage. Il faut qu'on ait de la détermination et de la volonté. C'est à ce moment-là qu'on pourrait prétendre occuper les hautes fonctions, on peut prétendre avoir une forte représentativité. Parce que si déjà, au niveau où je suis, si je ne fais pas preuve de détermination, de volonté, c'est difficile d'évoluer. Ces femmes-là sont arrivées à ce niveau parce qu'elles ont fait plusieurs sacrifices, elles ont fait preuve de volonté, de détermination. Et si celles qui sont au niveau politique, elles peuvent booster les choses, c'est une bonne chose pour le reste des femmes. Voilà. Antoinette Kebi, tout à l'heure, je vous ai posé cette question en tout cas, mais c'était pas contre vous en tout cas. C'est difficile pour une femme de voter une femme, de soutenir une femme. Pourquoi? Pourquoi elles se combattent au lieu de se soutenir? En fait, on n'a jamais fait de statistiques. C'est ce que les gens disent, hein. Ce que les gens disent, on n'a jamais fait de statistiques. La femme, je le dis, je suis en politique, je dis toujours, lorsqu'une femme veut faire la politique, elle veut se positionner, et moi je dis, faites-nous connaître vos atouts. Parce qu'il faut qu'on sache comment vous défendre. Mais si cette femme-là, elle se lance dans le champ politique, elle veut être conseillère municipale, elle ne se fait pas connaître avant des autres, comment voulez-vous qu'on puisse lui faire véritablement confiance? Elles viennent avec les arguments du genre, les femmes voter les femmes. Non, ça ne peut pas être des arguments. L'argument en politique, c'est ton projet politique, ton projet de société. Au niveau des conseillers municipaux, par exemple, qu'est-ce que tu vas apporter? Parce que c'est l'administration de proximité, là. En tant que conseiller, si vous me votez, moi, Antoinette Kebi, voilà ce que je veux faire comme réforme. Et à ce moment-là, on regarde à toi et on vote. Ce n'est pas un problème du fait que c'est une femme, je ne veux pas la voter. Non. Si son discours capte mon cœur, je la vote sans problème. Si me convainc, je vais voter pour l'homme. Maintenant, les femmes, on va leur demander de peaufiner le discours, de mieux s'armer pour convaincre les gens et comme on va dire, si j'ai deux candidats de même valeur, mais je prendrai la femme tout simplement, parce qu'il faut que les femmes puissent être plus nombreuses également à l'hémicycle. Je prendrai la femme et là, ça sera la discrimination positive. Voilà. Pamela Mampouya, il est difficile pour les femmes de faire confiance aux femmes. Pourquoi? Pourquoi il est difficile? À mon avis, je ne pense pas qu'il est difficile que les femmes puissent se faire confiance entre elles. C'est comme venait de dire Madame la secrétaire permanente du Conseil consultatif de la femme. C'est d'abord le discours de la femme. La femme doit d'abord convaincre l'autre femme. Quand elle arrive à convaincre l'autre, en ce moment-là, on se fait mutuellement confiance. Sinon, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas faire. Le véritable problème, c'est qu'elles puissent convaincre. Elles ne sont pas convaincantes. Bien sûr que oui. Il y a des femmes qui sont convaincantes. Je vous prends mon cas. À l'époque où, sur la scène politique, moi, je faisais preuve. Mais il y avait des hommes qui étaient derrière moi, ainsi que des femmes. Donc, la confiance autour des femmes, elle est mutuelle. Je ne vois aucune raison qui m'empêcherait de faire confiance en la femme.
Cette confiance va se construire par l'engagement et les compétences de la femme qui vont pousser les autres femmes à lui faire confiance et non les arguments qu'elles viennent en disant les femmes votées, les autres femmes, les femmes pleureuses. C'est l'engagement, comme vous avez su le dire, la compétence et comme l'a relevé Madame Kebi, le projet de société ou son discours politique qui va captiver les autres femmes à voter pour elles. Parce qu'aujourd'hui, même quand il s'agit des hommes, on ne vote pas parce que c'est quelqu'un qu'on connaît ou il faut voter. Vous voyez bien, lorsqu'il s'agit des votes, il y a des personnes qui s'abstiennent parce qu'elles se disent que aucun discours ne m'a convaincu, aucun projet de société, je pense qu'il soit bon pour moi, donc je ne voterai pas. C'est le même cas pour les femmes. Lorsqu'elles ont des discours convaincants, des projets de société qui peuvent captiver à ce moment-là, forcément, naturellement, elles vont avoir des voix. D'accord. Alors, Antoinette Kelly, on est pratiquement à la fin de ce plateau. On va faire un dernier tour de table sur les pistes de solutions. C'est vrai que tout au long du plateau, on a évoqué les problèmes. Vous avez aussi esquissé quelques pistes de solutions. Précisément au niveau du Conseil consultatif de la femme, qu'est-ce que vous faites sur les questions de parité pour qu'il y ait au moins cette représentativité à 30% telle que garantie par la loi? Avant d'arriver à la parité, il faut que la loi sur la parité homme-femme soit votée. Et là, nous avons donné des avis, nous avons fait des suggestions concernant cette loi. Il faut y arriver. Et il faut aussi, au niveau du Conseil, pour que nous puissions jouer notre rôle d'organe pouvant donner des avis, faire des suggestions, mener des enquêtes et faire des études. Et à cela, nous nous attelons déjà. Nous avons programmé pour cette année 2022 deux études et enquêtes sur les facteurs de blocage de la promotion de la femme. Parce que beaucoup se disent, bon, ce sont les facteurs sociaux, il y a beaucoup, mais il faut mener des enquêtes. Quels sont les facteurs que vous avez répertoriés? On n'a pas encore répertorié, mais ce qu'on a déjà vu, c'est que vous avez déjà les pesanteurs au niveau social. C'est de véritables pesanteurs. Vous savez, lorsque la femme travaille à l'extérieur, elle doit en même temps s'occuper des questions de la famille. Je le dis toujours, ce n'est pas l'homme qui emmène l'enfant à l'hôpital quand l'enfant est malade. C'est la femme, c'est la maman qui emmène. Pendant ce temps, c'est la maman qui éduque. C'est maman qui éduque. Pendant ce temps, maman est absente à son poste de travail. Et on dit les femmes sont toujours absentes. Quand le mari est malade, c'est pas sa sœur qui l'emmène à l'hôpital. C'est sa femme. Et c'est encore elle qui va jouer le rôle de garde-malade. Alors qu'au niveau des hôpitaux, on devait déjà avoir progressé. Faire en sorte comme partout ailleurs. Le malade est là, on le reçoit, il y a des heures de visite, on n'a pas besoin qu'en permanence un garde-malade soit là. Et donc, il y a beaucoup de choses, de facteurs qui font que la femme ne puisse pas véritablement émerger. Et donc, du côté de l'État, du côté du gouvernement, il y a la nécessité, par exemple, de mettre des garderies un peu partout, des jardins d'enfants. Est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on peut se demander ce que peut faire une jeune femme qui a des enfants en bas âge et la ménagère n'est pas arrivée ou la garde des enfants n'est pas arrivée? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle emmène ses 2, 3 enfants au bureau. Elle est obligée de s'absenter. Monsieur ira au bureau. Donc, pour faire en sorte que la femme participe pleinement au développement de ce pays, il y a des choses à réaliser en amont pour faciliter le travail des femmes. Je vais terminer par l'armée. Je me rappelle, il y a quelques années, au niveau de l'armée, il y avait des garderies d'enfants, il y avait le jardin d'enfants, il y avait le préscolaire. Donc, les femmes pouvaient venir avec les enfants, les placer et continuer à travailler. Maintenant, ça n'existe plus. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut regarder, ce sont des facteurs de blocage. Ça ne nécessite pas toujours beaucoup d'argent pour les lever, mais il faut quand même y penser pour que la femme puisse donner tout le potentiel dont elle regorge. Voilà. Pamela Mampouya, on est à la fin de l'émission. Que faire pour que on atteigne cette parité? Je crois bien que nous avons déjà évoqué
certaines pistes de solutions. Sinon que ça sera des redites. D'abord, l'engagement. L'engagement, rien que l'engagement de la femme. Si la femme n'est pas engagée, nous n'arriverons pas à atteindre la parité. Mais je crois bien que là, l'avancée est assez significative. Voilà. Orlov Loubaki, on termine avec vous. Alors, pour qu'on atteigne la parité, il faut déjà, comme le disait Madame Kebi, qu'on ait la loi sur la parité. Bien que la Constitution ait consacré le principe, mais il faut qu'on ait la loi sur la parité, et ensuite, il faut qu'il y ait l'engagement des femmes, il faut qu'il y ait la volonté, la détermination, il faut qu'on crée aussi des conditions pour permettre aux femmes de mieux s'exprimer, de mieux avoir le temps pour qu'elles évoluent dans ce qu'elles font. C'est-à-dire que résoudre déjà les problèmes, comme on l'a soulevé ici, des enfants qu'elles ont, ou les mettre, ou les placer. À ce moment-là, les femmes pourront, de manière significative, jouer la partition, jouer pleinement leur rôle pour le développement de notre pays. Voilà. Merci Orlov Loubaki, membre de l'Association des femmes juristes du Congo. Merci à vous, Pamela Mampouya. Vous êtes en tout cas observatrice de la vie nationale. Antoinette Kebi, secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme. Merci à vous trois d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivi, une émission consacrée sur les questions de la parité dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars dernier. Merci aux équipes techniques qui ont réalisé cette émission. On se retrouve le lundi prochain pour un nouveau numéro du Talk. Au revoir.